un IBAN en fait sur lequel tu pourras faire des virements, ce genre de choses, recevoir mettre des prélèvements, recevoir ton salaire ou ce genre de choses. Le tout couplé avec une carte bancaire. Donc ça, c'est la première partie en fait pour pouvoir rendre en fait les cryptos plus utilisables parce que du coup, tu auras la possibilité de déposer des bitcoins, de les vendre sur le marché, de les avoir directement sur ton compte et d'aller payer directement au supermarché ou ce genre de choses. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on va parler de divers projets, on va parler de blockchain, de tokens, de protocoles. Bref, vous l'avez compris, on va parler crypto. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2021. J'ai l'honneur d'avoir en face de moi Pierre-Guy Barège. Bonjour. Bonjour, ravi Tu d'être parmi vous. es cofondateur et CTO de la plateforme TheBitex, basée à Toulouse. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, nous raconter comment tu as mis les pieds pour la première fois dans l'univers des crypto-monnaies? Ok, alors moi j'ai un parcours autodidacte en informatique depuis presque une vingtaine d'années maintenant, quoi. Et du coup, en fait, je viens de la sécurité informatique initialement. J'étais auditeur, j'ai monté une boîte de sécu à l'époque et en 2010 à peu près, là, j'ai décidé de bouger vers l'associatif. On a monté avec quelques amis un fournisseur d'accès associatif et c'est plus ou moins à ce moment-là, parce qu'on a monté aussi en parallèle à Makerspace sur Toulouse. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à entendre parler un peu de Bitcoin, plus par des gens en fait que j'avais eu l'occasion de rencontrer, qui venaient d'Autriche ou de mémoire, qui m'avaient parlé de ça. Et bon, alors, évidemment, en bon français, l'argent c'était pas forcément le truc qui m'attirait le plus fondamentalement. Mais j'ai quand même regardé, j'ai gardé ça derrière, j'ai dire l'oreille pendant quelques temps et jusqu'en à peu près 2013 à peu près fin 2013. C'est-à-dire au moment où plus ou moins juste avant que Bitcoin commence à exploser, à atteindre la première fois 1000 $, un peu plus. Et là, je commençais vraiment à m'intéresser au sujet par hasard, en fait, même pas pour l'aspect spéculatoire, parce qu'en fait, j'avais une amie qui faisait de l'art numérique et qui voulait faire une machine en fait à bulles financières. C'est en fait une machine qui contrôlait des trucs, qui faisait des bulles et des ventilateurs en fonction de la volatilité des marchés. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, à récupérer les données des marchés justement pour pouvoir faire ce genre de choses. Et de fil en aiguille, je suis quand même tombé un peu dans la finance parce que du coup, j'ai commencé à regarder un peu comment c'est du trading algorithmique. Et puis là, ça a commencé un premier voyage qui m'a duré à peu près un an. C'est de faire un premier système de trading qui n'a pas super bien marché, mais c'était très passionnant à apprendre. Et après, en fait, le gap technique vraiment pour plonger dans les cryptos, en fait, ça a été peu de temps avant que Ethereum sorte. Et parce que du coup, on avait la possibilité enfin de pouvoir faire vraiment des contrats intelligents. Enfin, c'était la promesse, et c'est toujours la promesse d'Ethereum. Et j'ai trouvé ça assez génial. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et après, j'ai rencontré mon associé Christopher Villegas peu de temps après dans un meet-up à Toulouse. C'était le premier jour où Ethereum est rentré sur le mainnet. Donc, le challenge de la journée, c'était de configurer donc un mineur pour pouvoir miner sur Ethereum. Lui, en fait, il avait déjà une ferme de mining sur Bitcoin. Donc, il y avait plein de S7, S3, enfin, toute cette série-là. Et donc, du coup, ça a pris un peu de temps dans la soirée. En gros, en buvant une bière, on a configuré ça. Puis le lendemain, je suis revenu, je suis reparti avec 6 GPU. On a refait un premier rig qu'on a laissé tourner pendant un mois et demi, et plus quelques mineurs Bitcoin. Et voilà, ça a commencé comme ça. De là, du coup, après, je l'ai rejoint, lui, parce qu'il avait une boîte en fait qui s'appelait Mine on Cloud à l'époque, où il proposait du cloud mining et aussi un comptoir de vente en fait sur Toulouse. Et ils avaient besoin en fait techniquement d'améliorer les systèmes, notamment les systèmes de paiement en fait, et ce genre de choses, et aussi intégrer aussi Ethereum en fait à leur offre de cloud mining. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré, j'ai commencé à bosser avec lui, et 6 mois après on a décidé en fait de remonter la boîte ensemble, en fait, grosso modo. De là, on a lancé donc un premier projet qui s'appelle The Bitcoin en fait. Là, c'est un broker où tu peux acheter des cryptos en carte bancaire, virement, paiement en monnaie électronique aussi, j'en ai au ça. Et peu de temps après, genre 6 mois après, on a lancé aussi un système de cartes à gratter qui est après devenu des coupons recharge qui sont vendus dans différents bureaux de tabac. Et aussi plein d'autres points de vente en fait, là où tu peux avoir des TPE, ce genre de choses. Et en 2018, tout début 2018, donc juste après la première la bulle de 2017, on a eu beaucoup d'activités, et donc arrive en janvier, et on se dit bon, faut faire quelque chose, et on a décidé de se lancer dans le monter un exchange. Alors, on pensait que ça allait être un peu plus rapide, pour être
honnête, parce que c'est quand même une sacrée aventure. Mais le projet est venu en ligne fin 2018 pour sa première itération. Et voilà. Et depuis, on n'a pas cessé de l'améliorer, sur les différents aspects, que ce soit la rapidité du matching engine, pouvoir proposer plus de crypto. On avait commencé quand même pas mal, parce que du coup, on avait mis plein de tokens, ERC20 et ce genre de choses. Donc, on avait démarré avec une cinquantaine de marchés initialement. Et après, on a commencé à rajouter des possibilités de paiement, telles que pouvoir déposer en carte bancaire. Et on a commencé à rajouter quelques autres paires de projets intéressants, tels qu'Avalanche, ce genre de choses. Et ça nous amène là, maintenant, la fin de 2020, début 2021, où on est en phase là actuellement de régulation en fait auprès de l'AMF, la CPR. C'était beaucoup plus long que prévu, mais on arrive au bout, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà succinctement. D'accord, c'est un background hyper riche, très intéressant. The Vitex, justement, c'est ton projet actuel. C'est une plateforme de trading. On emploie aussi le terme d'exchange. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça fonctionne finalement un exchange? Ok, alors un exchange, en fait, le principe général, en fait, c'est de faire rencontrer les intérêts des acheteurs et des vendeurs sur une plateforme. Donc l'idée, en fait, c'est que tu aies des utilisateurs qui souhaitent acheter des cryptos et d'autres utilisateurs qui souhaitent les vendre. Et ils mettent en place, en fait, un prix à partir duquel ils souhaiteraient le vendre. Après, il y a d'autres options où effectivement ils veulent acheter immédiatement, ça c'est aussi possible. Mais fondamentalement, le principe initial, c'est ça, c'est d'avoir des acheteurs et des vendeurs qui se rencontrent sur la plateforme et donc de mettre en place l'infrastructure pour que ces transactions puissent avoir lieu et que tu puisses que après puissent stocker leurs cryptos sur cette plateforme-là et après, s'ils le désirent, retirer, transférer, enfin faire les opérations qu'ils souhaitent avec leurs cryptos. Ok. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le mécanisme? Tout à l'heure, tu parlais de matching engine. Euh, Mhm. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce mécanisme? Oui. Alors, donc sur les exchanges, classiquement, sur les exchanges centralisés, en fait, on parle d'un mécanisme de carnet d'ordre, donc, ou d'order book en anglais. Le principe, en fait, c'est, pour résumer assez simplement, c'est que tu as deux tables, tu as la table des vendeurs et la table des acheteurs. Et pour chaque table, en fait, tu as un niveau de prix que l'utilisateur peut choisir. Donc après, c'est par incrément, en fait, tu as une valeur minimale peut être de 0, on va dire 0,01 là, pour prendre un exemple simple. Et le principe, c'est que sur chaque ligne de prix, en fait, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, en fait, si tu es le premier sur cette ligne de prix, tu seras exécuté en premier si le prix de la contrepartie descend suffisamment bas. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir ces deux lignes de prix. Entre les deux, on a ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire, en fait, la différence entre les ordres d'achat et les ordres de vente. Et quand ce spread est croisé, en fait, en général, tu as un ordre, tu as une transaction qui prend place. D'accord. Donc finalement, The Bitex agit comme un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur en faisant fonctionner ce matching engine, plus ou moins. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, c'est pas vraiment un intermédiaire. Enfin, si, c'est un intermédiaire, c'est une plateforme. En fait, c'est un système légalement parlant, c'est un système de négociation multilatérale. C'est un gros mot, mais D'accord. voilà. Mais effectivement, on met en relation les acheteurs et les vendeurs, quoi, sur cette plateforme. Et et l'objectif, c'est que effectivement, ça puisse être le plus rapide possible et de pouvoir tenir le plus de charges possible, quoi, surtout dans les moments où il y a beaucoup de volatilité, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Ça peut être le calme plat pendant des semaines, et puis à un moment, là, il y a un énorme pic d'activité, et là, tout le monde est très pressé. Donc, du coup, en Ouais. général, tu veux pouvoir tenir à ce moment-là, quoi. Ouais, on voit souvent les congestions des exchanges au moment où la volatilité elle explose, c'est assez incroyable. Toujours pour rester dans les carnets d'ordre, finalement, c'est quoi l'utilité d'avoir un carnet d'ordre? Peut-être comparé aujourd'hui, on sait que on peut trader sur des exchanges décentralisés avec des automated market makers. Alors en fait, en général, c'est effectivement, c'est probablement la manière la plus faire de faire ça. Après, ça marche pas très bien de manière décentralisée parce que ça coûte trop cher, tout simplement. Il y a eu pas mal de tentatives pour ça. Il y avait Ether Delta qui avait fait ça à l'époque, où il y avait effectivement un carnet d'ordre, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que enfin, une digression sur la partie décentralisée. Mais le problème, c'est que pour mettre à jour ton ordre, l'annuler
ou rajouter ou quoi que ce soit, tu es obligé de payer des frais de transaction. Donc, c'est pas super rentable. Du coup, c'est Mm. pour ça que, en fait, on a mis que Uniswap, parce que c'est les premiers à avoir fait ça, ils ont mis en place le modèle d'AMM, où effectivement, en fait, tu as une courbe en fait, de slippage en fonction de la liquidité, et du coup, en fait, tu n'as pas besoin de retargeter tes ordres. Tu positionnes des deux côtés de la liquidité, et le prix, en fait, drift en fonction de la liquidité et du volume de l'ordre qui passe. Mais du coup, tu n'es pas obligé de dire, OK, je veux vendre à 0,01, etc., et te positionner comme ça. D'accord, ok. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé de 50 paires d'exchange disponibles sur TheBitex à la lancée, Mhm. plus ou moins. Comment faites-vous pour ajouter des nouvelles paires d'exchange? Euh, Parce que finalement, ça peut paraître compliqué d'avoir de la liquidité dès que vous ouvrez une nouvelle paire. Donc, comment est-ce que vous faites pour assurer cette liquidité sur des nouvelles paires? Alors, initialement, c'est vrai que c'était une question qu'on ne s'est pas trop posée, parce que du coup, en fait, on voulait proposer beaucoup de paires, et on s'est rendu compte qu'on a beaucoup dilué notre liquidité là-dessus, et donc on a un peu recentré. Mais fondamentalement, en fait, ce qui se passe, c'est que au jour d'aujourd'hui, maintenant, enfin, nos politiques de listing, en fait, elle est plutôt sur la viabilité du projet. Effectivement, la possibilité effectivement d'avoir ce qu'on appelle un market maker susceptible quoi, de pouvoir gérer les ordres à la fois à l'achat et à la vente. Parce qu'un market maker, en fait, se positionne des deux côtés en fait, d'un order book, propose à la fois des prix à l'achat et des prix à la vente. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce genre d'acteur en fait, sur la plateforme pour toutes les nouvelles paires qu'on liste de telle manière à ce qu'effectivement, il y a un minimum de liquidité pour que les utilisateurs en fait, n'aient pas un impact de prix trop important si vous voulez acheter une grosse quantité, quoi. D'accord. Très bien. On a parlé d'offres, on a parlé de demandes, on a parlé d'acheteurs, de vendeurs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a différents profils d'acheteurs, des particuliers, et ensuite il y a aussi des institutionnels. Et justement, on lit dans l'actualité, on entend de plus en plus que il y a des noms comme Tesla, comme MicroStrategy qui commencent à acheter des crypto-monnaies. Par quel biais achètent-ils des crypto-monnaies? Alors, nous, c'est pas du tout notre cœur de métier. Effectivement, on est plus sur ce qu'on appelle du retail, donc des toi et moi, effectivement. Mais après, au niveau des institutionnels, ce qui se passe en général, c'est qu'ils trouvent alors soit des brokers en fait qui vont avoir pour mission en fait d'acheter un certain volume. Et l'idée, en fait, c'est ils ne peuvent pas en fait acheter, je veux dire, on peut pas poser 1 milliard sur un exchange, quoi, enfin, à moins de faire monter le prix au plafond. Enfin, je veux dire, c'est intéressant pour personne. Donc, Ouais. l'idée, en fait, c'est qu'ils vont répartir en fait ce pool initial, en fait, cet objectif d'achat sur différentes plateformes et dans le temps. Alors après, il y a différentes stratégies. Les stratégies classiques chez les institutionnels, ce qu'on appelle les TWAP et les VWAP. Donc, TWAP, c'est Time Weighted Average Price, c'est-à-dire en gros, tu achètes par slice de temps. Et l'autre, en fait, c'est par volume, en fait. Et l'idée, c'est de ne pas prendre plus de tant de pourcents ou de 0,tant% de volume, en fait, sur un espace de temps donné, mais au lieu de le compter en temps, tu le comptes en volume, en fait, échangé sur la plateforme. Et l'idée, justement, c'est de construire, en fait, son portefeuille au fur et à mesure et de telle manière à justement lisser en fait lisser le prix à l'achat, quoi. Donc du coup quand si tu veux acheter on va pas prendre 10 milliards, on va prendre un truc un peu raisonnable, on va dire même 100 millions. Tu vas pas les acheter sur 24 heures, tu vas prendre un peu de temps. Alors effectivement tu vas avoir la volatilité du prix qui va rentrer en ligne de compte, mais du coup toi tu vas avoir un prix moyen d'achat à l'exécution qui va être plus ou moins lissé. Voilà. Ouais, on peut se douter que c'est des techniques qui sont bien appréciées quand même par les institutionnels parce que c'est tellement volatile les cryptos que c'est important pour eux quand même d'avoir un prix d'achat qui est assez stable en quelque sorte. Donc, Bah, tu le lises dans le temps, en fait, en fonction de tes achats. Donc, du coup, après, effectivement, les marchés, enfin, surtout actuellement, où effectivement, c'est un peu bull run. Donc, du coup, la volatilité, quand même, enfin, c'est 10% par jour ou moins de 10% par jour, c'est quand même courant. On va le voir sur les derniers jours. Mais du coup, effectivement, le problème, c'est que si tu rentres trop avec un trop gros volume, quoi, tu vas avoir systématiquement un price impact très très important. Et du coup, et en plus, ça risque d'entraîner une espèce d'effet de boule de neige où en fait, le prix va vraiment drifter par rapport au prix actuel. Donc, du coup, effectivement, tu es obligé de couper en tranches les ordres au-delà d'une certaine limite. De toute façon, ça a du sens. Et probablement, ouais, c'est même certain de l'exécuter sur plusieurs plateformes. Alors après, il y a des contraintes légales
réglementation, enfin de régulation, qui font que tu peux pas exécuter partout. Quand tu t'appelles, probablement quand tu t'appelles Tesla, bon, je sais pas si tu peux exécuter chez Binance. Bon, ça se discute ce genre de choses. Là, je ne mettrai pas, mais du coup, tu peux avoir un peu quelques contraintes comme ça. Mais l'idée, c'est quand même et de répartir dans le temps et de répartir sur plusieurs plateformes pour justement lisser en fait l'impact que pourra avoir ton ordre, sachant qu'il est probablement très gros par rapport à la taille du marché. Donc, finalement, cet afflux d'argent massif que les institutionnels apportent sur le marché des cryptos, ça peut attirer l'attention des régulateurs. On imagine que ça attire l'attention des régulateurs sur le marché européen, sur le marché français. Quelle est la posture des législateurs vis-à-vis des crypto-monnaies? Alors, ils n'ont pas attendu en fait que Tesla annonce qu'ils aient d'acheter en fait des cryptos parce que du coup en fait, alors en fait en France on a un régime en fait qui a été mis en place là en décembre cette année, décembre l'année dernière plutôt, et du coup ça en fait ça remonte en fait à 2019 où effectivement il y a eu la loi Pacte qui a instauré en fait des statuts de ce qu'ils ont appelé les prestataires de services sur actifs numériques et qui regroupe on va dire, les gros axes en fait que tu peux avoir en tant que, enfin les grosses typologies d'acteurs que tu peux avoir, au moins sur les plateformes en fait, sur la partie centralisée. Donc du coup, ça a été mis en place, la régulation se cherche encore, enfin elle se cherche, le cadre légal est posé, le régulateur cherche encore le curseur, hein, ils ont pris un peu dans la douleur, mais c'est pas les seuls en fait, parce qu'a priori je regardais l'Angleterre c'est pareil, ils sont dotés d'un cadre il n'y a pas si longtemps avec un petit peu de décalage par rapport à la France, mais pas beaucoup, et le régulateur est tout aussi engorgé que ça peut l'être aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois avoir je crois que c'est sept entités qui ont obtenu leur statut PSAP. Il y en a plus d'une cinquantaine dans le pipe. Et donc, du coup, ils ont, entre ça, plus le Covid, enfin tout ça, ils ont pris beaucoup de retard en fait dans leur démarche. Mais il y a par contre, effectivement, il y a déjà un cadre de régulation là-dessus. Ça regroupe essentiellement pour tout ce qui est broker, donc les plateformes d'achat-vente, les plateformes d'exchange, le fait ce qu'on appelle en fait la conservation d'actifs, donc la custody donc généralement les exchanges et les systèmes d'échange multilatéral, donc les exchanges aussi. Mais tu peux avoir des gens en fait qui font que de la conservation et c'est leur seul métier, ils prennent des frais pour garder tes cryptos, mais ils te les gardent de manière sécurisée. Sinon, en fait, ça peut être effectivement les plateformes d'échange qui, elles, ont ces deux fonctions, parce qu'elles gardent les cryptos de leurs clients et aussi, après, elles proposent un système d'échange. Donc là, après, voilà, il reste ça. Et puis l'Europe qui commence à réfléchir à la question. Il y a des drafts qui circulent, sur ce qu'ils ont appelé Nika aujourd'hui. Ça se cherche encore, dans le sens où le secteur des cryptos, ça évolue très très vite, quoi, et on le voit bien d'ailleurs avec la loi Pacte, parce c'est pas qu'elle est déjà obsolète, mais c'est qu'elle laisse passer. Il y a plein de choses en fait où elle a pas la main. Alors c'est plutôt pas mal pour les acteurs, ça leur permet de se développer sans avoir les contraintes de régulation que tu peux avoir en fait dès que tu rentres sur le secteur d'une activité régulière. Enfin, des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, etc., etc. Mais effectivement, du coup, le problème de vouloir réguler vite, c'est que généralement tu peux passer à côté, ou alors tu vas réguler trop fort. Enfin, voilà. Donc du coup, c'est vrai que le curseur c'est un peu compliqué pour eux. Et au niveau européen, il y a des démarches où on considère que ce sera pour 2024, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Donc tous les États membres se mettent d'accord, l'Europe, ça met un peu de temps à bouger en général, avant qu'ils fassent une directive européenne sur la question. Mais ouais, on target, je crois que c'est 2024, ce sera peut-être un peu avant, on va voir. D'accord, on a encore un peu de temps avant d'y arriver, Ouais, quoi. ouais, bah, il y a des échanges. Alors, il y a une asso en France qui s'appelle la DAN qui justement est très en veille sur ces sujets-là. Là, j'ai pas les dernières évolutions, en tout cas sur les marchés européens, parce que du coup, là, je suis un peu plutôt concentré sur la régulation française encore, qui est en pointe en fait sur la question, parce qu'on est quasiment les premiers à s'être dotés alors, pas forcément les premiers, le Luxembourg aussi à ça, et l'Angleterre, mais l'Angleterre fait plus partie de l'Europe maintenant, donc du coup, ils sont un peu à part. Mais on est un peu dans les premiers, effectivement, à avoir mis en place une régulation et à vouloir réguler les acteurs, en fait,
Donc, nous, on est plutôt focus là-dessus. On garde un œil sur la partie européenne, parce que d'une manière générale, l'idée, c'est qu'effectivement, étant enregistré en tant que français, qu'acteur français, que PSAN, en fait, normalement, on devrait pouvoir bénéficier d'un passeport après à terme qui permettrait de pouvoir, en fait, automatiquement être enregistré dans les autres pays européens. Finalement, toute cette régulation, elle tente de lutter contre le blanchiment d'argent et plein d'autres choses, protéger les utilisateurs, etc. Aujourd'hui, existe-t-il des moyens de tracer le Bitcoin, comme le Know Your Customer, etc. Peut-être qu'il y a d'autres moyens, la data on-chain. Oui, il y a plein. Bah, déjà, il y a plein de solutions qui sont proposées par des acteurs, justement, en fait, alors, toute la partie on-chain, en fait, généralement, ce qu'on appelle du KYT, c'est Know Your Transaction. Donc, effectivement, il y a des outils, il y a des outils pour ça. Alors, ça a ses avantages et ses limites, hein, dans le sens où, effectivement, la data on-chain, par exemple, ça te permet effectivement de suivre un pattern. Alors, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, sur Ethereum, par exemple, que sur Bitcoin, parce que Bitcoin, en fait, a plusieurs adresses. En fait, tu as autant d'adresses que de transactions, normalement. Donc, tu es obligé de faire des mécanismes d'agrégation, en fait, de ces groupes d'adresses, quoi. Si elles ont été se retrouver dans une même transaction, enfin, il y a des mécanismes comme ça. Et ça marche pas mal tant que tu t'arrêtes pas en bordure à un exchange. Parce que grosso modo, si effectivement tu peux suivre tout le tracé des coins, je veux dire, d'un portefeuille à un autre, quoi, au moment où tu arrives en fait sur une plateforme d'échange, en fait, tu perds la trace, au moins tu perds la trace on-chain. Donc après, du coup, en fait, se pose la question de, si tu es je veux dire en anglais, désolé, law enforcement, effectivement, du coup, va se poser la question de comment tu fais une réquisition auprès de telle plateforme, etc., pour avoir les informations. Et là, tu te heurtes à un mécanisme beaucoup plus classique de droit, en fait, et qui prend du temps en général. Et bon, les services de sécurité n'aiment pas trop ça, mais c'est comme ça que ça marche. Donc finalement, en fait, les données on-chain sont quand même plus facilement traçables, quoi, que effectivement quand tu commences à te retrouver entre différents acteurs qui, eux, regroupent toutes ces transactions et puis après, ils vont les redispatcher en morceaux. Mais à ce moment-là, en fait, tu as un trou en fait, dans l'information. Donc, mais il y a une velléité effectivement des régulateurs de mettre en place des mécanismes qu'on appelle les travel rules et ce genre de choses, qui seraient des mécanismes plus ou moins, c'est pas encore très clair, mais en fait, d'échange d'informations en fait, entre les différents acteurs pour pouvoir dire, OK, effectivement, telle transaction, ça vient de monsieur machin est tout à fait validé chez nous, ou alors cette transaction est suspicieuse. Oui, alors nous on l'a reçue chez nous, elle vient de tel truc, et est-ce qu'on peut faire des requêtes entre les différents acteurs? Donc ça, c'est des choses qui risquent d'arriver. Les institutions en fait qui sont en charge de faire la veille et même les lois en fait contre la lutte du blanchiment, je pense notamment au GAFI en fait, donc c'est le groupe d'action financière qui a un autre nom en anglais, qui en général c'est une espèce d'organe un peu supra-étatique qui regroupe en fait tous les régulateurs et ils font des études sur les questions en fait sur les typologies de fraude, les typologies de blanchiment d'argent. Et ça ne regroupe pas que la crypto, mais actuellement, ils ont été très prolixes très productifs sur ce genre de domaine. Du coup, ça va encore évoluer, ça. C'est encore un vrai sujet, quoi. Ouais, donc finalement, toute cette régulation, c'est pour augmenter la protection des utilisateurs, augmenter la sécurité. Justement, à ce sujet de sécurité, comment faites-vous pour sécuriser votre exchange? Si c'est pas trop indiscret, ça représente un budget de quel ordre de grandeur? Alors le budget, j'aurais du mal à te le dire. En fait, c'est un process. En fait, la sécurité, c'est pas, tu jettes pas des outils magiques. En fait, la sécurité, c'est vraiment un process. Et du coup, en fait, c'est un truc qu'on a pris en considération dès le début. En fait, l'idée, c'est effectivement d'arriver à séparer les différentes entités de l'exchange, quoi, typiquement, toute la plateforme en fait qui face aux utilisateurs, en fait n'a pas accès au fonds, n'a pas accès aux clés privées, c'est posé ailleurs. T'as tous ces mécanismes de séparation entre aussi typiquement toutes les blockchains en fait, elles sont séparées elles aussi de l'exchange. L'exchange en lui-même, il n'est pas directement accessible. Il y a devant, il y a
techniques de firewalling, des techniques d'anti-DDoS, etc., etc. Et du coup, c'est dès le début, en fait, où tu étais obligé de prendre ça en considération, parce que si, en fait, ça va très vite, en fait, d'avoir un petit problème technique, quoi, un petit bug, qui pourrait ouvrir la porte, si tu t'en rends pas compte assez tôt, à ce qu'il y ait des mouvements latéraux, etc., qui fassent qu'au fur et à mesure, effectivement, tu te retrouves avec une infrastructure qui est complètement compromise. Donc sur cette partie-là, et après il y a après c'est pareil, je veux dire c'est l'éducation sur les employés, c'est aussi des choix techniques aussi, des matériels que tu utilises. Donc c'est vraiment un process en fait. Il y a pas, on n'a pas, on fait aussi des audits régulièrement. On bosse avec des boîtes qui font du pen testing, ce qu'on appelle, pour essayer d'avoir une vision un peu, parce qu'effectivement quand tu développes, surtout quand la plateforme se développe assez vite, donc du coup tu rajoutes des fonctionnalités, il ne faut pas que ces fonctionnalités créent des trous dans la cuirasse, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un process et on espère qu'on n'est pas trop mal positionné. La question après effectivement c'est toujours une veille constante, quoi, et donc que ce soit suffisant. Et voilà. D'accord. Si on se projette un peu plus à long terme pour revenir au projet The Bitex, Mhm. qu'est-ce que vous êtes en train de préparer comme nouveau projet? Ouais. Alors là, alors là, on finit d'abord toute la partie enregistrement et régulation. Bon, ça, c'est pas vraiment une amélioration, mais c'est une nécessité. Là, normalement, on touche au bout. Je pense que c'est une affaire de dizaines de jours maintenant. De là, en fait, on va commencer à proposer en fait des services de paiement en fait liés à l'exchange, c'est-à-dire qu'en fait, chaque utilisateur va pouvoir disposer d'ici 2-3 mois en fait d'un compte bancaire individuel, enfin d'un compte de paiement. Donc, tu auras un IBAN en fait, sur lequel tu pourras faire des virements, ce genre de choses, recevoir mettre des prélèvements, recevoir ton salaire ou ce genre de choses. Le tout couplé avec une carte bancaire. Donc ça, c'est la première partie en fait, pour pouvoir rendre en fait les cryptos plus utilisables, parce que du coup, tu auras la possibilité de déposer des bitcoins, de les vendre sur le marché, de les avoir directement sur ton compte et d'aller payer directement au supermarché ou ce genre de choses. La deuxième partie, la deuxième partie, ça va être vraiment la partie, ce qu'on appelle, j'allais dire, revenu passif. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est yielding, en fait. Donc, du coup, ça fait quelques temps, on a fait un partenariat avec SmartNode, en fait, qui est une entreprise qui propose du staking, en fait, professionnel. Ils proposent différents types de blockchain. Et l'idée, en fait, ça va être de pouvoir proposer ça de manière, j'allais dire, presque transparente pour les utilisateurs. Donc, dans un premier temps, proposer effectivement tout ce qui va être de validateur et ce genre de choses, donc du Tezos, de l'Avalanche, où effectivement tu logs des coins pendant un temps certain, ça te donne une reward et donc du coup tu gagnes en sécurisant le réseau. Et dans un deuxième temps, ça c'est un truc qu'on est en train de regarder, aussi proposer en fait des mécanismes de yielding liés avec de la DeFi. Donc ça, typiquement soit sur des stables contre stables, ce genre de choses, enfin des choses où en fait le risque est pas trop important pour l'utilisateur et il permet quand même d'avoir des revenus. Donc là, la question, ça va être de choisir judicieusement les projets, comment on va les interfacer, etc. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu puisses déposer des cryptos et qu'elles te rapportent, qu'elles fassent des petits, sans que tu aies vraiment besoin de devoir sortir ton ledger, commencer à faire des transactions, passer sur Ethereum, convertir en wrap BNB ou en wrap BTC, ou ce genre de choses, et le rendre de manière plus fluide pour l'utilisateur. Donc ça, c'est les deux gros sujets en fait là qui vont nous occuper, je pense. On a pour une bonne année avant qu'on ait quelque chose de vraiment opérationnel. La partie bancaire, je pense que ça va arriver avant l'été. Sur la partie, les premières offres de yielding, je pense qu'on va essayer de les faire avant la fin du troisième trimestre, quelque chose comme ça. Ça c'est dans le meilleur des cas. Peut-être un peu avant, on va voir. Ça va dépendre, ça va dépendre de pas mal de choses, mais grosso modo, c'est un peu l'objectif que j'essaie de me fixer. Intéressant, merci d'avoir partagé avec nous les stratégies futures qui arrivent chez The Bitex. Pour se projeter encore plus loin dans le futur, selon toi, une question un peu plus personnelle, comment est-ce que la blockchain va changer le monde de 2050, donc dans 30 ans? Je suis retraité dans 30 ans, moi. Euh, Alors, je sais pas trop, mais si, il y a au moins deux, trois choses sur lesquelles je pense qu'on pourra tomber d'accord. C'est déjà sur la notion de preuve, en fait. C'est déjà le cas.
En fait, aujourd'hui, on s'est prouvé que je t'ai envoyé 10 bitcoins. On commence à avoir ce genre de choses, en fait, qui est la preuve de signature de documents, sans passer par des acteurs centralisés. Voilà. Alors, c'est en fait la notion de preuve décentralisée. Après, comment elle va être appliquée, ça va être au gré des constructions cryptographiques qui émergent, en fait. Je veux dire, il y a plein de choses en fait qui n'étaient pas franchement imaginables il y a 4 ans. Alors, d'ici 30 ans, je pense on aura pas mal évolué. Il y aurait eu pas mal de disruptions en fait, qui seront arrivées. Il y a pas mal de choses super intéressantes aussi sur tout ce qui va être comment ça s'appelle, les zero knowledge proof et ce genre de choses qui te permettent après, à moyen terme, de pouvoir faire typiquement des statistiques sur des données qui sont chiffrées, mais d'avoir des informations pertinentes sans devoir partager avec l'auditeur, entre guillemets, l'information en elle-même. Donc, il y a toutes ces constructions-là qui sont en train d'émerger. La cryptographie, au sens strict du terme, je ne parle pas de crypto-monnaie, mais vraiment la cryptographie a explosé avec Bitcoin et tout ça. Il y a déjà pas mal de choses en amont. Hein. Enfin, je veux dire, c'est construit sur les épaules d'un géant, mais effectivement, le fait d'avoir cette incentivisation économique a vraiment stimulé la recherche. Du coup, il y a plein de choses qui émergent. Mais savoir ce qu'il va y avoir dans 30 ans, j'ai un peu du mal encore à me projeter. Même si, alors après, on peut espérer qu'effectivement, on ait beaucoup plus de décentralisation, beaucoup moins d'acteurs en fait uniques, qui contrôlent le marché sur pas mal de domaines. Après, il y a beaucoup de questions techniques qui restent en suspens, et puis il faut qu'il y ait de l'adoption des utilisateurs, tout ça. Donc, c'est très ouvert pour moi, quoi, encore. Même déjà à 4 ans, j'ai un peu du mal à me projeter. Enfin, je veux dire, personne n'avait vraiment. Tout le monde parlait des DEX il y a quelques années, mais on ne savait pas trop jusqu'à l'avènement de Uniswap. C'était pas tout à fait. Ça avait l'air sexy, mais c'était compliqué. Voilà, donc, du coup, en fait, des fois, ça tient à peu de choses. En fait, il y a juste un changement de paradigme, une disruption qui arrive quelque part, et d'un coup la direction ça prend une toute autre direction. C'est assez difficile pour moi de me projeter à 30 ans, quoi. D'accord, je comprends. Ouais, ça serait trop beau pour être vrai d'avoir une boule de cristal. Mais, Ouais, ça marche pas. Ça marche assez ouais, mal en général. Si tu regardes les trucs du début mais du XXe siècle, tu sais, où ils te disaient le monde dans 100 ans. Bon, il y avait des voitures volantes. On n'y est pas encore. Hein. Et justement, vous avez évoqué les roll-ups, vous avez évoqué le terme de technologie émergente. Comment vous faites pour faire vos propres recherches? On entend souvent do your own research. Quelles sont vos sources d'inspiration dans le monde des cryptos? Twitter et GitHub en général. Twitter D'accord. pour trouver le nom, et puis GitHub pour regarder le code. En général, je fais comme ça. Après, ouais, mais je suis pas spéculateur, donc du coup, c'est un peu particulier. C'est vraiment moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique en général. Et du coup, en général, oui, c'est plus sur GitHub que je vais retrouver. Les noms, je les entends passer dans la communauté parce que je traîne dans pas mal de Discord, des trucs comme ça. Mais du coup, en fait, après, ouais, généralement, je regarde je regarde un peu le code sur GitHub ou ce genre de choses. Après, regarder si un projet a de l'attraction, c'est relativement facile aussi, en regardant sur Etherscan, s'il y a du volume sur le smart contract, ce genre de choses. Mais voilà, bon, en gros, ouais, je suis assez basique là-dessus. Je pense vraiment, j'essaie plutôt de prendre la source en fait. Très bien, super intéressant. Ce podcast touche à sa fin. Un grand merci de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de faire vos propres recherches comme Pierre Guy sur GitHub, etc. Et n'hésitez pas à aller sur notre page LinkedIn, Cryptosphère, pour consulter notre revue bimensuelle qui s'intitule le Crypto Paper. Et sur ce, messieurs, dames, excellente journée à vous et rendez-vous pour le prochain épisode. Merci.